Bonsoir et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. C'est l'été, mais je suis sur le canapé pour poursuivre la lecture de Nana d'Émile Zola. J'espère que vous profitez bien, que vous travaillez ou non, en tout cas de la chaleur, voilà, de la joie de l'été. C'est quand même très joyeux cette saison. Si vous voulez parler météo avec moi, vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Voilà. Donc je poursuis la lecture de Nana. Alors, j'avais un peu arrêté comme ça, au hasard des mots, mais c'était pas très... Alors je reprends un tout petit peu avant. Voilà, c'était Nana, alors voilà, elle n'avait qu'à dire un chiffre. Pourtant, elle ne se pressait pas, jouant avec lui, soufflant des rires dans son oreille velue, s'amusant des frissons qui passaient sur son épaisse figure. Il serait toujours temps de bâcler ça, si décidément ce pignouf de comte Muffat faisait son Joseph. Léoville ou Chambertin, murmura un garçon en allongeant la tête entre Nana et Steiner, au moment où celui-ci parlait bas à la jeune femme. Hein, quoi, bégaya-t-il, la tête perdue? Bon, ce que vous voudrez, ça m'est égal. Vendeuvre poussait légèrement du cou de Lucie Stewart une très méchante langue d'un esprit féroce. Lorsqu'elle était lancée, Mignon, ce soir-là, l'exaspérait. « Vous savez qu'il tiendrait la chandelle, disait-elle au comte. Il espère refaire le coup du petit Jonquier. Vous vous rappelez, Jonquier, qui était avec Rose et qui avait un béguin pour la grande Laure. Mignon a procuré l'or à Jonquier, puis il l'a ramené bras dessus bras dessous chez Rose, comme un mari auquel on vient de permettre une freudaine. Mais cette fois, ça va rater. Nana ne doit pas rendre les hommes qu'on lui prête. » « Qu'a-t-il donc, Mignon, à regarder sévèrement sa femme » demanda Vendeuvre. Il se pencha. Il aperçut Rose qui devenait tout à fait tendre pour Fauchery. Cela lui expliqua la colère de sa voisine. Il reprit en riant. « Diable, est-ce que vous êtes jalouse ?»« Jalouse, dit Lucie furieuse. Ah bien, si Rose a envie de Léon, alors je lui donne volontiers, pour ce qu'il vaut, un bouquet par semaine et encore. Voyez-vous, mon cher, ces filles de théâtre sont toutes les mêmes. Rose a pleuré de rage en lisant l'article de Léon sur Nana, je le sais. Alors vous comprenez, il lui faut aussi un article, et elle le gagne. Moi, je vais flanquer Léon à la porte, vous verrez ça. » Elle s'arrêta pour dire au garçon debout derrière elle avec ses 2 bouteilles. « Léoville !» Puis elle repartit baissant la voix. « Je ne veux pas crier, ce n'est pas mon genre. Mais c'est une fière salope tout de même. À la place de son mari, je lui allongerai une danse fameuse. Oh, ça ne lui portera pas bonheur. Elle ne connaît pas mon Fauchery. Un monsieur malpropre encore, celui-là, qui se colle aux femmes pour faire sa position. Du joli monde. » Vendeuvre tâcha de la calmer. Bordenave, délaissé par Rose et par Lucie, se fâchait, en criant qu'on laissait mourir papa de faim et de soif. Cela produisit une heureuse diversion. Le souper traînait, personne ne mangeait plus. On gâchait dans les assiettes des cèpes à l'ancienne et des croustades d'ananas Pompadour. Mais le champagne qu'on buvait depuis le potage animait peu à peu les convives d'une ivresse nerveuse. On finissait par se moins bien tenir. Les femmes s'accoudaient en face de la débandade du couvert, les hommes, pour respirer, reculaient leurs chaises, et des habits noirs s'enfonçaient entre des corsages clairs, les épaules nues à demi tournées, prenaient un luisant de soie. Il faisait trop chaud, la clarté des bougies jaunissait encore, épaissie au-dessus de la table. Par instants, lorsqu'une nuque dorée se penchait sous une pluie de frisures, les feux d'une boucle de diamants allumaient un haut chignon. Des gaietés jetaient une flamme, des yeux rieurs, des dents blanches entrevues, le reflet des candélabres brûlant dans un verre de champagne. On plaisantait très haut, on gesticulait au milieu des questions restées sans réponse, des appels jetés d'un bout de la pièce à l'autre. Mais c'étaient les garçons qui faisaient le plus de bruit, croyant être dans les corridors de leur restaurant, se bousculant, servant les glaces et le dessert avec des exclamations gutturales. « Mes enfants, cria Bordenave, vous savez ce que nous jouons demain? Méfiez-vous, hein, pas trop de champagne. Moi, disait Foucarmont, j'ai bu de tous les vins imaginables dans les 5 parties du monde.
Oh, des liquides extraordinaires, des alcools à vous tuer un homme raide. Eh bien, ça ne m'a jamais rien fait. Je ne peux pas me griser. J'ai essayé, je peux pas. Il était très pâle, très froid, renversé contre le dossier de sa chaise. Et buvant toujours. N'importe, murmura Louise Violaine. Fini, tu en as assez. Ce serait drôle s'il me fallait te soigner le reste de la nuit. Une griserie mettait aux joues de Lucie Stewart les flammes rouges des poitrinaires, tandis que Rose Mignon se faisait tendre les yeux humides. Tatan Néné, étourdie d'avoir trop mangé, riait vaguement à sa bêtise. Les autres, Blanche, Caroline, Simone, Maria, parlaient tout ensemble, racontant leurs affaires, une dispute avec leur cocher, un projet de partie à la campagne, des histoires compliquées d'amants volés et rendus. Mais un jeune homme près de Georges, ayant voulu embrasser Léa de Horn, reçut une tape avec un « Dites donc vous, lâchez-moi » plein d'une belle indignation. Et Georges, très gris, très excité par la vue de Nana, hésita devant une idée qu'il mûrissait gravement. Celle de se mettre à quatre pattes sous la table et d'aller se blottir à ses pieds ainsi qu'un petit chien. Personne ne l'aurait vu, il y serait resté bien sage. Puis, sur la prière de Léa, Daguenet ayant dit au jeune homme de se tenir tranquille, Georges tout d'un coup éprouva un gros chagrin, comme si l'on venait de le gronder lui-même. C'était bête, c'était triste, il n'y avait plus rien de bon. Daguenet pourtant plaisantait, le forçait à avaler un grand verre d'eau en lui demandant ce qu'il ferait s'il se trouvait seul avec une femme, puisque 3 verres de champagne le flanquaient par terre. « Tenez, reprit Foucarmont, à la Havane, ils font une eau de vie avec une baie sauvage. On croirait avaler du feu. Eh bien, j'en ai bu un soir plus d'1 litre. Ça ne m'a rien fait. Plus fort que ça, un autre jour, sur les côtes de Coromandel, des sauvages nous ont donné je ne sais quel mélange de poivre et de vitriol. Ça ne m'a rien fait. Je ne peux pas me griser. » Depuis un instant, la figure de la Faloise en face lui déplaisait. Il ricanait, il lançait des mots désagréables. La Faloise, dont la tête tournait, se remuait beaucoup en se serrant contre Gaga. Mais une inquiétude avait achevé de l'agiter. On venait de lui prendre son mouchoir. Il réclamait son mouchoir avec l'entêtement de l'ivresse, interrogeant ses voisins, se baissant pour regarder sous les sièges et sous les pieds, et comme Gaga tentait de le tranquilliser. « C'est stupide, murmura-t-il, il y a au coin mes initiales et ma couronne. Ça peut me compromettre. » « Dites donc, monsieur Falamoise, la mafoise, ma Faloise !» cria Foucarmont, qui trouva très spirituel de défigurer ainsi à l'infini le nom du jeune homme. Mais la Faloise se fâcha. Il parla de ses ancêtres en bégayant. Il menaça d'envoyer une carafe à la tête de Foucarmont. Le comte de Vendeuvre dut intervenir pour lui assurer que Foucarmont était très drôle. Tout le monde riait, en effet. Cela ébranla le jeune homme ahuri qui voulut bien se rasseoir. Et il mangeait avec une obéissance d'enfant, lorsque son cousin lui ordonnait de manger en grossissant la voix. Gaga l'avait repris contre elle seulement. De temps à autre, il jetait sur les convives des regards sournois et anxieux, cherchant toujours son mouchoir. Alors Foucarmont, en veine d'esprit, attaqua la bordette à travers toute la table. Louise Violaine tâchait de le faire taire parce que, disait-elle, quand il était comme ça, taquin avec les autres, ça finissait toujours mal pour elle. Il avait trouvé une plaisanterie qui consistait à appeler la bordette « Madame ». Elle devait l'amuser beaucoup, il la répétait, tandis que la bordette, tranquillement, haussait les épaules en disant chaque fois « Taisez-vous donc, mon cher, c'est bête ». Mais comme Foucarmont continuait et arrivait aux insultes sans qu'on sût pourquoi, il cessa de lui répondre, il s'adressa au comte de Vendeuvre. « Monsieur, faites taire votre ami, je ne veux pas me fâcher. » À 2 reprises, il s'était battu. On le saluait, on l'admettait partout. Ce fut un soulèvement général contre Foucarmont. La table s'égayait, le trouvant très spirituel. Mais ce n'était pas une raison pour gâter la nuit. Vendeuvre, dont le visage se cuivrait,
exigea qu'il rendît son sexe à la bordette. Les autres hommes, Mignon, Stener, Bordenave, très lancés, intervinrent aussi, criant, couvrant sa voix. Et seul le vieux monsieur qu'on oubliait près de Nana gardait son grand air, son sourire las et muet, en suivant de ses yeux pâles cette débâcle du dessert. « Mon petit chat, si nous prenions le café ici, dit Bordenave, on est très bien. » Nana ne répondit pas tout de suite. Depuis le commencement du souper, elle ne semblait plus chez elle. Tout ce monde l'avait noyée, étourdie, appelant les garçons, parlant haut, se mettant à l'aise comme si l'on était au restaurant. Elle-même oubliait son rôle de maîtresse de maison, ne s'occupait que du gros Stener qui crevait d'apoplexie à son côté. Elle l'écoutait, refusant encore de la tête, avec son rire provoquant de blonde grâce. Le champagne qu'elle avait bu la faisait toute rose, la bouche humide, les yeux luisants, et le banquier offrait davantage à chaque mouvement câlin de ses épaules, au léger renflement voluptueux de son cou. Lorsqu'elle tournait la tête, il voyait là, près de l'oreille, un petit coin délicat, un satin qui le rendait fou. Par moments, Nana, dérangée, se rappelait ses convives, cherchant à être aimable pour montrer qu'elle savait recevoir. Vers la fin du souper, elle était très grise. Ça la désolait, le champagne la grisait tout de suite. Alors une idée l'exaspéra. C'était une saleté que ces dames voulaient lui faire, en se conduisant mal chez elle. Oh, elle voyait clair. Lucie avait cligné l'œil pour pousser Foucarmont contre la bordette, tandis que Rose, Caroline et les autres excitaient ces messieurs. Maintenant, le bousin était à ne pas s'entendre, histoire de dire qu'on pouvait tout se permettre quand on soupait chez Nana. Eh bien, ils allaient voir. Elle avait beau être grise, elle était encore la plus chic et la plus comme il faut. « Mon petit chat, reprit Bordenave, dis donc de servir le café ici, j'aime mieux ça à cause de ma jambe. » Mais Nana s'était levée brutalement. En murmurant aux oreilles de Stener et du vieux monsieur stupéfait, « C'est bien fait, ça m'apprendra à inviter du sale monde. » Puis elle indiqua, du geste, la porte de la salle à manger et ajouta tout haut. « Vous savez, si vous voulez du café, il y en a là. » On quitta la table, on se poussa vers la salle à manger, sans remarquer la colère de Nana. Et il ne resta bientôt plus dans le salon que Bordenave, se tenant au mur, avançant avec précaution, pestant contre ces sacrées femmes qui se fichaient de papa, maintenant qu'elles étaient pleines. Derrière lui, les garçons enlevaient déjà le couvert sous les ordres du maître d'hôtel, lancé à voix haute. Ils se précipitaient, se bousculaient, faisant disparaître la table comme un décor de féerie. Au coup de sifflet du maître machiniste, ces dames et ces messieurs devaient revenir au salon après avoir pris le café. Fichtre. Il fait moins chaud ici, dit Gaga avec un léger frisson, en entrant dans la salle à manger. La fenêtre de cette pièce était restée ouverte. 2 lampes éclairaient la table où le café se trouvait servi, avec des liqueurs. Il n'y avait pas de chaise, on but le café debout, pendant que le brouhaha des garçons à côté augmentait encore. Nana avait disparu, mais personne ne s'inquiétait de son absence. On se passait parfaitement d'elle, chacun se servant, fouillant dans les tiroirs du buffet pour chercher des petites cuillères qui manquaient. Plusieurs groupes s'étaient formés, les personnes séparées durant le souper se rapprochaient et l'on échangeait des regards, des rires significatifs, des mots qui résumaient les situations. N'est-ce pas, Auguste, dit Rose Mignon, que M. Fauchery devrait venir déjeuner un de ces jours? Mignon, qui jouait avec la chaîne de sa montre, couva une seconde le journaliste de ses yeux sévères. Rose était folle. En bon admirateur, il mettrait ordre à ce gaspillage pour un article soit, mais ensuite porte close. Cependant, comme il connaissait la mauvaise tête de sa femme, ce qu'il avait pour règle de lui permettre paternellement une bêtise lorsqu'il le fallait, il répondit en se faisant aimable. « Certainement, je serai très heureux. Venez donc demain, monsieur Fauchery. » Lucie Stewart, en train de causer avec Stener et Blanche, entendit cette invitation. Elle haussa la voix,
disant au banquier: « C'est une rage qu'elles ont toutes. Il y en a une qui m'a volé jusqu'à mon chien. Voyons, mon cher, est-ce ma faute si vous la lâchez ?» Rose tourna la tête. Elle buvait son café à petites gorgées. Elle regardait Stener fixement, très pâle, et toute la colère contenue de son abandon passa dans ses yeux comme une flamme. Elle voyait plus clair que Mignon. C'était bête d'avoir voulu recommencer l'affaire de Jonquier. Ces machines-là ne réussissaient pas 2 fois. Tant pis. Elle aurait faucherie. Elle s'en toquait depuis le souper, et si Mignon n'était pas content, ça lui apprendrait. « Vous n'allez pas vous battre ?» vint dire Vendeuvre à Lucie Stewart. « Non, n'ayez pas peur. Seulement qu'elle se tienne tranquille ou je lui lâche son paquet. » En appelant Fauchery d'un geste impérieux, « Mon petit, j'ai des pantoufles à la maison. Je te ferai mettre ça demain chez ton concierge. » Il voulut plaisanter. Elle s'éloigna d'un air de reine. Clarisse, qui s'était adossée contre un mur afin de boire tranquillement un verre de kirsch, haussait les épaules, et voilà des affaires pour un homme. Est-ce que du moment où 2 femmes se trouvaient ensemble avec leurs amants, la première idée n'était pas de se les faire, c'était régler ça. Elle, par exemple, si elle avait voulu, aurait arraché les yeux de Gaga. À cause d'Hector, à Wish, elle s'en moquait. Puis comme la Falloise passait, elle se contenta de lui dire: « Écoute donc, tu les aimes avancés, toi. Ce n'est pas mûr, c'est blette qu'il te les faut. » La Falloise parut très vexée. Il restait inquiet. En voyant Clarisse se moquer de lui, il la soupçonna. « Pas de blague, murmura-t-il. Tu m'as pris mon mouchoir. Rends-moi mon mouchoir. » « Nous rase-t-il assez avec son mouchoir » cria-t-elle. « Voyons, idiot, pourquoi te l'aurais-je pris ?»« Tiens, dit-il avec méfiance, pour l'envoyer à ma famille, pour me compromettre. » Cependant, Foucarmont s'attaquait aux liqueurs. Il continuait à ricaner en regardant Labordette qui buvait son café au milieu de ces dames. Et il lâchait des bouts de phrases. Le fils d'un marchand de chevaux, d'autres disaient le bâtard d'une comtesse. Aucun revenu et toujours 25 louis dans la poche, le domestique des filles. Un gaillard qui ne couchait jamais. Un gaillard qui ne couchait jamais, 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 répétait-il en se fâchant. Non, voyez-vous, il faut que je le gifle. Il vida un petit verre de chartreuse. La chartreuse ne le dérangeait aucunement. Pas ça, disait-il. Il faisait claquer l'ongle de son pouce au bord de ses dents. Mais tout à coup, au moment où il s'avançait sur la bordette, il devint blême et s'abattit devant le buffet comme une masse. Il était ivre-mort. Louise Violaine se désola. Elle le disait bien que ça finirait mal. Maintenant, elle en avait pour le reste de sa nuit à le soigner. Gaga la rassurait, examinant l'officier d'un œil de femme expérimentée, déclarant que ça ne serait rien, que ce monsieur allait dormir comme ça à 12 à 15 heures, sans accident. On emporta Foucarmont. « Tiens, où donc a passé Nana ?» demanda Vendeuvre. « Oui, au fait, elle s'était envolée en quittant la table. On se souvenait d'elle, tout le monde la réclamait. » Stener, inquiet depuis un instant, questionna Vendeuvre au sujet du vieux monsieur disparu lui aussi. Mais le comte le rassura. Il venait de reconduire le vieillard, un personnage étranger dont il était inutile de dire le nom, un homme très riche qui se contentait de payer les soupers. Puis, comme on oubliait de nouveau Nana, Vendeuvre aperçut Daguenet, la tête à une porte, l'appelant d'un signe. Dans la chambre à coucher, il trouva la maîtresse de la maison assise, raidie, les lèvres blanches, tandis que Daguenet et Georges, debout, la regardaient d'un air consterné. « Qu'avez-vous donc ?» demanda-t-il surpris. Elle ne répondit pas, elle ne tourna pas la tête. Il répéta sa question. « J'ai, cria-t-elle, que je ne veux pas qu'on se foute de moi. » Alors elle lâcha ce qui lui venait à la bouche. Oui, oui, elle n'était pas bête, elle voyait clair. On s'était fichu d'elle pendant le souper. On avait dit des horreurs pour montrer qu'on la méprisait. Un tas de salopes qui ne lui allaient pas à la cheville, plus souvent qu'elle se donnerait encore du tintouin, histoire de se faire bêcher ensuite.
Elle ne savait pas ce qui la retenait de flanquer tout ce sale monde à la porte. Et la rage l'étranglant, sa voix se brisa dans les sanglots. « Voyons, ma fille, tu es grise, dit Vendeuvre, qui se mit à la tutoyer. Il faut être raisonnable. » Non, elle refusait d'avance, elle resterait là. « Je suis grise, c'est possible, mais je veux qu'on me respecte. » Depuis un quart d'heure, Daguenet et Georges la suppliaient vainement de revenir dans la salle à manger. Elle s'entêtait. Ses invités pouvaient bien faire ce qu'ils voudraient. Elle les méprisait, trop pour retourner avec eux. Jamais, jamais, on l'aurait coupée en morceaux qu'elle serait restée dans sa chambre. « J'aurais dû me méfier, reprit-elle. C'est ce chameau de Rose qui a monté le complot. Ainsi cette femme honnête que j'attendais ce soir. Bien sûr, Rose l'aura empêchée. » Elle parlait de Madame Robert. Vendeuvre lui donna sa parole d'honneur que Madame Robert avait refusé d'elle-même. Il écoutait et discutait sans rire, habitué à de pareilles scènes, sachant comment il fallait prendre les femmes quand elles se trouvaient dans cet état. Mais dès qu'il cherchait à lui saisir les mains pour la lever de sa chaise et l'entraîner, elle se débattait avec un redoublement de colère. Par exemple, on ne lui ferait jamais croire que Fauchery n'avait pas détourné le comte Muffat de venir. Un vrai serpent, ce Fauchery, un envieux, un homme capable de s'acharner après une femme et de détruire son bonheur, car enfin, elle le savait, le comte s'était pris d'un béguin pour elle. Elle aurait pu l'avoir. « Lui, ma chère, jamais !» s'écria Vendeuvre, s'oubliant et riant. « Mais pourquoi donc ?» demanda-t-elle, sérieuse, un peu dégrisée. « Parce qu'il donne dans les curés, et que s'il vous touchait du bout du doigt, il irait s'en confesser le lendemain. Écoutez un bon conseil. Ne laissez pas échapper l'autre. » Un instant, elle resta silencieuse, réfléchissant. Puis elle se leva, alla se baigner les yeux. Pourtant, lorsqu'on voulait l'emmener dans la salle à manger, elle criait toujours non furieusement. Vendeuvre quitta la chambre avec un sourire, sans insister davantage. Et dès qu'il ne fut plus là, elle eut une crise d'attendrissement, se jetant dans les bras de Daguenet, répétant « Mon Mimi, il n'y a que toi, je t'aime, va, je t'aime bien. Ce serait trop bon si l'on pouvait vivre toujours ensemble. Mon Dieu, que les femmes sont malheureuses. » Puis apercevant Georges, qui devenait très rouge, à les voir s'embrasser, elle l'embrassa également. Mimi ne pouvait être jaloux d'un bébé. Elle voulait que Paul et Georges fussent toujours d'accord, parce que ce serait gentil de rester comme ça, tous les trois, en sachant qu'on s'aimait bien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté lire Nana d'Émile Zola. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Je vous souhaite de belles vacances. Achetez des livres, lisez des livres. Les vacances, c'est aussi fait pour ça. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.